Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Vous êtes le député Les Républicains du Lot et vous êtes aussi le nouveau secrétaire général du parti Les Républicains. Vous avez été nommé dans la foulée de l'élection de Christian Jacob à la tête du parti. Édouard Philippe, qui n'est plus Les Républicains bien sûr, le Premier ministre, a parlé hier de bande d'imbéciles pour stigmatiser ceux qui ont brûlé un centre culturel, qui ont attaqué des policiers et saccagé une partie des équipements de Chanteloup-les-Vignes. Dans l'entourage d'Édouard Philippe, on dit c'est pas la peine d'en rajouter, pas la peine de mettre de l'attention sur l'attention. Et puis ce ne sont pas les habitudes d'Édouard Philippe de donner des coups de menton. Ça vous convainc ? Non, le mot d'imbécile ne me convainc pas parce qu'avant d'être des imbéciles, ce sont des délinquants et qu'il faut qualifier les choses. Et que nous avons des violences urbaines qui, depuis de nombreuses années, plusieurs mois singulièrement, ont évolué vers un quasi-professionnalisme des actes. Que ces individus soient des imbéciles, c'est une certitude, mais ils sont d'abord des délinquants. Et il faut les qualifier comme des délinquants parce que si on ne qualifie pas les choses avec clarté, on n'agira pas avec clarté. Vous dites que ça a évolué depuis des mois ? Oui, ça a évolué depuis des mois. Depuis 9 mois, on a une explosion des actes qui ne sont pas seulement des actes de défiance à l'égard des forces de l'ordre et de celles et ceux qui portent l'uniforme, notamment les pompiers. On est aujourd'hui sur 110 agressions au jour de personnes qui portent l'uniforme dans ces territoires. C'est absolument colossal et les actes sont devenus de plus en plus graves. Et donc, certains parlent d'un concours. Le préfet des Yvelines dit qu'il y a une sorte de concours sur les réseaux sociaux à celui qui provoquera le plus et cassera le plus de voitures, de matériel ou cassera le plus les flics, c'est vrai ? Sûrement, on a eu le sujet sur les voitures brûlées à la Saint-Sylvestre. Ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de cela, qu'il faut aussi voir qu'il y a une véritable délinquance. Il faut que la République réinvestisse ces quartiers. Et je le dis très clairement, il s'agit non seulement des questions de sécurité, mais il s'agit aussi des sanctions. Lorsque le ministre de l'Intérieur dit que ces individus vont être placés dans les mains de la justice, c'est malheureusement insuffisant, parce que les mains de la justice sont aujourd'hui des mains faibles. Et il faut que nous ayons un plan prison beaucoup plus audacieux parce que c'est la suite logique de ces actes-là qui doivent être punis. Le Premier ministre, ou en tout cas Matignon, explique que ces gens-là caillassent les voitures et provoquent des guet-apens parce qu'ils sont dérangés dans leur petit commerce noir, leur petit commerce parallèle, la drogue, par le fait que, justement, la police réinvestit ces quartiers. Vous n'y croyez pas ? C'est insuffisant, là encore. C'est déjà ça, non ? Oui, c'est déjà ça. Et tout ce qui permettra de faire avancer la République dans ces territoires, je le soutiendrai, que nous soyons très clairs, il n'y a pas l'espace d'une polémique. Mais ce qui est sûr, c'est que ces territoires de banlieue sont devenus des territoires de non-droit depuis de nombreuses années, que c'est encore le cas aujourd'hui, que ça se renforce depuis plusieurs mois, et que les solutions qui sont évoquées sont des solutions d'un arrière-temps. Nous ne pouvons pas seulement mettre du sparadrap, il faut, je le redis, que la République réinvestisse ces territoires sur le front de la sécurité, sur le front de la justice, mais je le dis, sur le front des services publics aussi. Concrètement, ça veut dire quoi ? Plus de policiers, plus d'arrestations, plus de mise en prison, plus d'éloignement, c'est ça ? Je parle d'abord de la justice. Ouais. Et pour moi, c'est le bout de la chaîne qui, aujourd'hui, est défaillant. Les interventions de police, c'est une chose. La mise en détention provisoire de ces individus, c'est une chose. La sanction en est une autre. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que nous devons revoir totalement la politique pénale, notamment des mineurs. C'est une certitude. Voilà des mois que nous en parlons, des années, et que nous n'avons rien fait. Changer l'âge de minorité ? Exactement, notamment. Oui, votre proposition ? Oui, je pense qu'il faut qu'on change l'âge de minorité sur des actes comme cela qui ne sont plus du vandalisme courant. C'est pas un tag sur un mur, c'est beaucoup plus grave que cela. Donc il faut que la réponse pénale s'adapte à la société. À quel âge ? Je pense qu'il faut la réduire, à mon avis, de 2 ans plus bas qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 16 ans ? C'est ça. Et donc on doit pouvoir réduire de 2 années. Il faut qu'on regarde le sujet en détail, mais c'est ma conviction profonde et c'est plutôt ce que je défendrai à l'Assemblée nationale lorsque le sujet arrivera. Mais aujourd'hui, il n'est pas arrivé. Et puis je prends un exemple très précis qui est le plan prison. Le plan prison a été totalement abandonné. La garde des Sceaux revendique d'ailleurs une idée qui est de faire de l'alternative à la prison quasiment la règle. Moi, je pense que la prison est encore une réponse pénale de société pour des actes comme cela. Autre type de violence qui évidemment n'a rien à voir, mais qui tout de même donne un climat assez tendu dans cette actualité aujourd'hui. Emmanuel Macron à Rouen il y a quelques jours a été insulté, chahuté, bousculé en tout cas en parole, si ce n'est en acte. Vous avez dit, vous, que c'était en partie une mise en scène, vous maintenez ? Oui, je pense que c'est une mise en scène. Quel est l'intérêt ? Écoutez, je m'interroge depuis plusieurs mois de manière tout à fait sereine et objective. Je ne comprends pas quelle est exactement la nature de la relation entre Emmanuel Macron et le pays.
et les Français. Et les coups de menton qui ont été ceux d'Emmanuel Macron, réguliers, faisant la leçon aux Françaises et aux Français, est en train de contribuer à la cocotte minute sur laquelle nous sommes assis. Et je pense qu'Emmanuel Macron a une part de responsabilité. Je ne le dis pas par volonté de l'accabler. Il ne devrait pas se déplacer, il ne doit plus sortir de l'Élysée. On évite de se déplacer 5 semaines après les événements. On évite d'aller faire... On lui reproche au contraire de ne pas y avoir été suffisamment vite. Je vais vous dire les choses comme je les pense. Ouais. On évite d'aller faire le mariole lorsqu'on n'a pas de solution concrète à évoquer sur le terrain. Moi, j'ai écouté Emmanuel Macron sur place avec beaucoup d'attention. Je n'ai pas eu une réponse supplémentaire aux questions de nos concitoyens. Sa seule présence magique ne suffit pas. Ce n'est pas un prince, ce n'est pas un roi qui vient calmer les foules. Il faut qu'il comprenne que sa parole est efficace si elle est concrète et si elle apporte des solutions. Et je pense qu'il y a là une déconnexion profonde entre l'idée qu'Emmanuel Macron se fait de lui-même, se fait de la politique. Emmanuel Macron pense que lui-même incarne tout, que sa seule présence suffit à calmer les foules, mais beaucoup pensent que le président de la République doit être sur place quand il y a un drame national, un deuil quelque part, une catastrophe. Aurait pu, bien sûr, et je ne le conteste pas. Je dis simplement que s'il vient, il faut qu'il le fasse avec humilité, qu'il évite de faire la leçon aux Françaises et aux Français et qu'il apporte des solutions. Le temps où la politique pouvait se suffire de la mise en scène est un temps révolu. Et aujourd'hui, si la politique n'est que de la com, que de la mise en scène, elle réveille une colère sourde. Lorsque vous justifiez par vos propos le fait de crier contre le président, de l'insulter, de le chahuter, est-ce que c'est pas une façon de détruire un petit peu l'autorité de la fonction de président de la République? Non, mais tout comme de la fonction politique. Moi, je suis élu depuis quelques années et je fais partie des députés qui, comme d'autres, peuvent être parfois l'objet d'attaques. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est la démocratie. Pas l'attaque physique, mais le chahut, c'est la démocratie. Et nous sommes rentrés dans une période tellement puritaine de l'abord que nous avons de l'idée de la démocratie, qu'on ne supporte plus rien. Je ne parce que c'est plus violent qu'avant. Je ne suis pas totalement certain. Vous savez, on a aujourd'hui des situations, enfin, moi, le purin devant les permanences de parlementaires, on a connu ça depuis des décennies. Je ne le justifie pas, mais je dis simplement qu'il faut s'interroger sur les raisons. Je pense que la relation entre le politique et les citoyens est une relation qui s'est effacée. Et que la relation de supériorité que Emmanuel Macron tente d'instaurer à l'égard des Français provoque aussi cette violence. Pour le reste, le président de la République est le président de tous les Français, le président de la République française, et lorsqu'il y aura des dérapages, je serai les premiers à les condamner. Vous êtes le nouveau secrétaire général des Républicains, je le disais. Bilan après les premiers jours de cette nouvelle fonction? La tâche est immense et il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité. C'est la méthode qu'on a voulu déjà choisir avec Christian Jacob. Baisser un peu la tête, arrêter de faire les coqs. Peut-être l'avons-nous fait pendant quelques temps. Et se dire que si nous avons eu les échecs électoraux que nous avons eus, c'est parce que nous n'avons pas été totalement à la hauteur de la mission, les uns et les autres, et je me mets dans le lot. Baisser et donc la notre tête première mission, avant de la relever, avant de la relever même. Et de la relever avec les idées. Et vous savez, ce chemin d'humilité, moi j'y crois beaucoup. Je pense que les Français ont besoin de voir que la droite a compris qu'elle n'avait pas parfaitement réussi. Et nous avons lancé un chantier qui est celui des idées, de la refondation sur le fond. C'est une répétition, mais c'est nécessaire de le répéter. Oui. C'est le chantier qui m'occupe aujourd'hui. Vous faites bien de parler de chantier, parce que c'est un vrai chantier. Là. Quand on entend par exemple le numéro 2 du parti, Guillaume Pelletier, vice-président délégué des Républicains, qui explique qu'il faut augmenter les salaires de 25%, les retraites de 25%, supprimer les charges sociales des salariés, des patrons, et faire un prélèvement universel partout de 2%. C'est ça le renouveau des idées que vous attendez? En tous les cas, ça y contribue. Et personne ne peut contester que ça contribue au débat. Ah, oui. Dans un chantier, vous savez, il y a beaucoup d'artisans. Plan économique? Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la solution qui, au final, me convainc. Mais ce qui est sûr, c'est que la droite a manqué d'idées depuis des années. Et désormais, il faut que nous soyons audacieux. Sur la question des salaires, nous avons un constat partagé avec Guillaume Pelletier. Aujourd'hui, dans notre pays, les salaires n'augmentent pas comme ils devraient augmenter. D'ailleurs, c'est un des drames sûrement économiques et social de notre nation. Il faut que nous repensions les salaires. Moi, je pense que c'est avec la participation que nous pouvons le faire. Et nous sommes au travail depuis plusieurs jours, de manière discrète, de manière sérieuse, pour formuler des propositions qui, au printemps et à l'été de l'année prochaine, nous amèneront sur un nouveau congrès des idées. Et donc ça doit partir dans tous les sens avant de se reformater et de se réguler, c'est ça? Une de mes missions, confiée par Christian Jacob, va être d'organiser le chantier pour faire en sorte que nous puissions rebâtir. Non, mais si c'était facile, d'autres l'auraient fait avant. Guillaume Pelletier, par exemple, dit qu'il faut rétablir l'ISF. Moi, j'ai une vraie question sur l'ISF. Je ne suis pas sûr que la suppression ait porté totalement ses fruits. Donc, je pense qu'il faut aborder le sujet avec sérénité. Mais ce que je veux d'abord, c'est que nous disions ce que la droite veut faire de ce pays. Quelle est sa vision des questions économiques, des questions sociales? Et c'est un vrai chantier. Une droite populaire qui est appelée de leur vœu par beaucoup de vos collègues à l'Assemblée et probablement par vous-même. Une droite populaire, est-ce qu'elle est possible sans être populiste? Oui,
Je le pense vraiment, parce que c'est comment ce qu'elle a souvent été. D'abord, elle le fait en prenant des sujets qui sont inexplorés aujourd'hui, que parfois nous considérons comme des sujets de niche et qui pourtant révèlent beaucoup de notre vision de la société. C'est ce que j'ai tâché de faire sur le handicap, sur les violences conjugales, où là nous sommes capables de démontrer ce que la droite veut faire de la société. Les questions économiques ne sont pas les seules qui révèlent une vision politique. Et donc cette méthode-là, d'investir ces sujets-là, est une méthode que nous retenons. Nous allons travailler sur l'alimentation, nous allons travailler sur la République, sur la notion de progrès. Qu'est-ce qu'est la vision du progrès pour la droite républicaine? La droite populaire, c'est la droite de la vie quotidienne, plus facile, c'est ça? C'est la droite de la vie quotidienne et c'est la droite qui reprend le destin en main du pays. Nous avons une vraie différence avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne croit pas en la politique. Il pense que la politique n'est pas là pour changer les choses. Il pense qu'elle est là pour faire accepter une fatalité du monde, une marche du monde. À droite, nous devons réinvestir le champ politique en disant que la politique peut changer les choses et changer la société. Moi j'y crois profondément, pas seulement pour me rassurer, parce que je pense que la droite a quelque chose à dire aux Français. Aurélien Pradier qui croit en la politique, c'est quand même une bonne nouvelle pour un député secrétaire général du Parti Les Républicains. Merci beaucoup. Merci à vous.